Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'essaierais de tourner un maximum pour prendre de l'avance, etc., etc. Je ne l'ai pas fait, mais j'arrive quand même à vous tourner la vidéo du jour, entre guillemets. Aujourd'hui, point lecture. Alors, ces deux lectures-là datent d'il y a très longtemps. Elles datent du mois d'août, les deux. C'est mes deux lectures du mois d'août. Donc comment vous dire que j'aurais dû vous tourner le point lecture avant, mais comme je vous l'ai dit, je suis rentrée de vacances la veille de ma rentrée scolaire et après tout s'est enchaîné très vite. Je sors à peine la tête de l'eau, donc voilà, bref. Du coup, dans ce point lecture, je vais vous présenter deux livres. Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet en auto-édition en hardback et le tome 2 de Divine Darkness de Anna Trice, Les âmes damnées de la nuit chez Hugo Romantesi. On va commencer tout de suite par Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. On est dans un monde en guerre. La guerre vient de se terminer il y a peu de temps parce que un des rois est mort et c'est son fils qui a repris le pouvoir. Nous, on va suivre une princesse qui s'appelle Cassiopée, princesse de Oxidia. Alors, les royaumes, en fait... Voilà, les royaumes. Et en fait, chaque royaume gère un petit peu un... Comment ça s'appelle ? Un pouvoir particulier en rapport avec son nom, donc elle arrive à manier le fer, hein, Oxidia. Elle va se rendre sur les terres draconiques, donc c'est un royaume qui était en autarcie complète pendant toute la guerre et qui maintenant viendrait ouvrir parce que il y a un nouveau roi. Et ce nouveau roi va organiser un tournoi pour savoir qui est-ce qu'il va épouser, sauf que il l'annonce bien entendu quand tout le monde est déjà là. C'est un tournoi où ils peuvent mourir et à partir du moment où ils se sont engagés à mourir, les royaumes en fait d'où viennent, c'est que des princes, princesses, ducs, duchesses, etc. À partir du moment où ils s'engagent dans ce tournoi, ils aspirent, enfin ils consentent à mourir et ils savent qu'ils vont mourir. Et nous on va suivre Cassiopée qui est quand même une guerrière quand même. Et elle est obligée en fait de participer à ce tournoi pour sauver son peuple parce que son royaume est un petit peu pris de toutes parts entre des ennemis qui veulent les terres quoi en gros, et Oxidia est un royaume qui est en train de s'affaiblir. Elle a déjà perdu dans la bataille son père et il lui reste plus qu'un de ses frères en gros, et donc elle va être en rivalité directe d'ailleurs avec ses ennemis les plus proches parce que du coup c'est le royaume qui essaie de l'attaquer. Elle va se retrouver face à la princesse de ce royaume-là, en l'occurrence. Et donc, ce tournoi va se dérouler sur des semaines et des semaines. Et entre-temps, on va avoir le Roi Dragon. Comment il s'appelle déjà ? Nox, je crois. Et du coup, on va en même temps avoir les espèces de rendez-vous un peu informels entre Cassiopée et Nox, qui va développer un peu une romance, où il essaye un petit peu de... l'avantager, il peut pas trop l'avantager non plus parce que en fait ce tournoi n'a pas été imposé par lui, et on se rend compte que derrière ce mariage aussi il y a quelque chose d'autre, on va dire, juste derrière. C'est à peu près tout pour le résumé. Je suis désolée si il est un petit peu catastrophique, mais la seule et unique raison c'est que je l'ai lu il y a tellement longtemps que vous vous doutez bien que je ne m'en souviens pas. Heureusement qu'à l'époque j'avais fait mon avis sur Instagram parce que sinon ce serait une catastrophe monumentale, je ne m'en souviendrai pas du tout. Dans mes souvenirs en tout cas, c'était une superbe lecture déjà parce qu'il y avait énormément de politique. Vous le savez, moi la fantasy politique, j'adore ça. Et on est quand même sur un slow burn hyper intéressant même si le livre est pas si grand que ça. Il y a quand même... voilà, c'est quand même assez intéressant de les voir se rapprocher tout doucement, bref. Au niveau de l'univers, on est sur un univers super bien développé qui a sa propre mythologie. Je rappelle, c'est un one-shot, donc il n'y a pas une saga tout entière. Il n'y a pas du tout une saga tout entière pour développer l'univers. L'autrice arrive à le faire en très peu de temps et ça ne devient jamais compliqué à comprendre, c'est toujours super clair. Ça ne nous arrête jamais dans la lecture, les petites incartades en fait de l'univers, enfin les petites intercalaires de description de l'univers, etc. C'est même plutôt très intéressant. On est sur une mythologie inspirée du panthéon grec. Vous connaissez mon amour pour le panthéon grec. C'est une inspiration, mais à la fois on sent qu'il y a quand même quelque chose de très personnel à l'intérieur, donc c'est super intéressant. D'ailleurs, je suis en train de penser que les deux livres que je vais vous présenter, sont quasiment... Enfin, ils sont tirés du panthéon grec, les deux.
quasiment. En termes de protagonistes, j'ai adoré Cassiopée et Nox, que ce soit dans leur relation personnelle ou alors dans leur façon d'interagir l'un avec l'autre. C'était vraiment super bien. On est sur des vrais personnages humains, on n'est pas sur des hommes de paille en fait. On n'est pas sur des poupées de chiffon qui n'ont aucun aspect, aucune force ou quoi. C'était vraiment super intéressant. Ils ont tous les deux leurs forces, leurs faiblesses, leurs sentiments. Et j'ai adoré le fait qu'on puisse découvrir Nox petit à petit, alors toujours à travers le point de vue de Cassiopée, c'est que par le point de vue de Cassiopée. Mais c'était super intéressant parce que lui aussi va se livrer. Et j'ai beaucoup aimé aussi dans l'univers, je reviens, toute l'histoire avec les dragons qui est super intéressante et qui en fait nous permet d'assister au dénouement. Il faut en passer par les dragons et avoir bien compris les dragons pour pouvoir assister au dénouement, ce qui est super intéressant. En termes d'intrigue, alors j'ai été dans mon post Instagram, j'ai été super claire, vraiment c'est magnifique, allez le voir, d'ailleurs je vous le recommande, mon Instagram dans la description. On a une superposition d'intrigue qui est super intéressante. Déjà on a l'intrigue du tournoi en fait, en lui-même, vraiment l'intrigue principale du livre. Le tournoi à mort, c'est vraiment super bien pour développer des attachements aux personnages et développer de la peur et de la crainte pour nos personnages. On s'attache à Cassiopée, on s'attache à des amis à elle, on s'attache à ses alliances aussi, et on a envie surtout qu'il y a, on va dire, il y a 2 ou 3 personnages très très vicieux et qui respectent pas forcément les règles du jeu et ils le font pas forcément à la loyale, et on a envie qu'ils perdent, et ça crée aussi un truc où on a envie de lire pour savoir à quel moment est-ce qu'ils vont être punis, un peu par une espèce de justice émanant de l'autrice finalement. Et donc t'as envie de rester pour savoir si ces connards vont être punis. Connards, j'utilise le terme mais vraiment il n'y a pas d'autre mot. Ensuite t'as l'intrigue politique où Cassiopée est pleinement impliquée parce que du coup elle est vraiment là pour sauver sa famille, sauver son royaume. Et donc dans les intrigues politiques vous allez avoir énormément déjà des nouvelles qui vont venir de son royaume. Vous allez avoir le fait qu'elle soit confrontée à la princesse du royaume qui attaque le sien en permanence depuis des années. Et elle doit aussi jouer avec ça parce que cette princesse n'est pas vraiment une princesse, c'est vraiment une grosse garce. Et donc elle doit clairement essayer de s'en sortir comme elle peut parce que du coup c'est assez compliqué tout de même. Et vous avez enfin l'intrigue amoureuse en fait entre Nox et Cassiopée. On se demande toujours est-ce qu'ils vont se rapprocher, est-ce que du coup elle va gagner le tournoi pour qu'ils puissent être ensemble. C'est un slow burn, donc en même temps on sent qu'ils vont être ensemble à la fin parce qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Et je me demande s'il n'y a pas une histoire où c'est normal qu'ils soient attirés l'un vers l'autre. Je sais plus très bien, j'avoue, je me souviens plus très bien. Je pense que je confonds avec un autre livre aussi, donc c'est pour ça que mes souvenirs font un peu ça, mais bon, c'est assez compliqué. Mais du coup, vraiment, les 500 pages, je les ai bouffées littéralement à l'époque. Vraiment, je m'en souviens, j'ai lu 200 pages en même pas 1 heure, tellement je lisais, tellement j'avais envie de le lire et que ça me plaisait énormément. Du coup, je vous le recommande si vous aimez beaucoup les romantaisies en one shot, les romantaisies slow burn, vrai slow burn, et si vous aimez bien entendu les dragons. Recommandé à 100%. Ensuite, nous allons passer à Divine Darkness, le tome 2, Les âmes damnées de la nuit de Anna Triche et Hugo. Alors ici, nous allons être sur une romantaisie aussi, c'est une trilogie, donc là j'ai lu le tome 2, il me manque plus qu'un tome, sachant que la fin de ce tome-là, bref, on en reparle après. Du coup, on va suivre, comment s'appelle-t-elle? Danae. Danae, en fait, elle vit sous terre parce que les Phaedras sont des créatures divines qui ont, en fait, chassé les humains de la surface. Parce que il y a eu une espèce de guerre où il y a une guerre vraiment fratricide en plus parce qu'on est un peu sur de la mythologie grecque, toutes ces divinités là sont un peu frères et sœurs et reliées d'une certaine façon. Et les Phaedras se sont livrés donc à une guerre fratricide qui a un petit peu handicapé les humains de leur côté aussi. Et donc Danae est une princesse de je sais plus comment ils appellent ça, mais le dessous de la surface en gros, le sous-sol je crois. Non, les cavernes, je sais plus. Bon, en gros, elle est sous terre dans son royaume. Elle a jamais vraiment été très aimée de sa famille, déjà parce que elle a toujours voulu sa liberté. Et qu'en plus de ça, on l'a un petit peu accusée de... Je sais pas comment dire, mais je sais plus si sa mère est morte à cause d'elle en couche ou une connerie comme ça, mais en gros, c'est la petite dernière que... C'est le vilain petit canard, parce qu'en plus, elle ressemble pas vraiment aux autres fratries, enfin aux autres de sa fratrie. Son père la maltraite un peu, donc voilà, elle est pas vraiment une princesse aimée. Elle est déjà mariée à un espèce de vieux seigneur pourrave, enfin le mec a 14 ans en fait. Parce qu'on veut clairement se débarrasser d'elle, c'est clairement ça, parce que c'est pas elle qui va hériter du trône. Un jour, elle se fait attaquer en fait par des créatures de l'obscur. Et ce jour précipite un petit peu tout parce que le Sun, donc un des Phaedras suprêmes entre guillemets, va la kidnapper, enfin va lui dire qu'en gros il l'a choisie comme épouse, etc. Et sur le chemin pour arriver au royaume de Sun, Night, donc le frère de Sun,
nuit et soleil, enfin voilà, va kidnapper Danae. On va clairement l'arracher à un énorme sort de manipulation parce que clairement elle croyait qu'elle était folle de lui alors qu'en fait c'était juste Sun qui l'a... Voilà. Et depuis ce jour, Danae est obligée de se faire passer pour la maîtresse, enfin la concubine favorite de Night pour la protéger parce qu'elle a un rôle très important à jouer pour empêcher une nouvelle guerre des Phaedras. Et en fait, il y a un des deux, la guerre se tenait entre Sun et Night, mais elle va être obligée de rester chez Night. Et voilà, là où on en est, elle est chez Night. Voilà, je vous en dis pas plus. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et mon dieu que j'ai aimé le tome 2. On est sur une super bonne lecture, je l'avais lu à l'époque quand je prenais le bus, j'avais genre 8 heures de bus dans la journée, un truc comme ça, et donc je l'avais quasiment fini, je l'ai fini en arrivant je crois à ma destination. On est sur un slow burn, encore inspiré de la mythologie grecque, c'est pour ça que je vous ai dit en lisant Le Roi Dragon, je me suis dit... En fait, j'ai lu 2 livres, genre vraiment à 2 jours d'écart dans la mythologie grecque aussi. Comme je vous en ai parlé, il y a Night, Sun, c'est l'aîné, enfin voilà, ils sont tous frères et sœurs, ils ont tous des liens, etc. Je vous en ai parlé, c'est comme dans la mythologie grecque, chacun a un domaine de compétences précis, chacun dans son peuple, du coup son peuple est inspiré de ce domaine de compétences précis, enfin voilà. Il y a vraiment quelque chose de très inspiré du panthéon grec, mais qui n'est pas du tout négligeable. Ce tome-là nous permet de comprendre l'univers à fond, parce que lors d'un très long chapitre dans lequel Night va expliquer tout à Danae, en fait on va comprendre nous. Et c'est pas du tout sorti de nulle part parce que c'est un petit peu dans un espèce de jeu de confidence dans ce slow burn, toujours dans ce rapprochement de la chose. On va également comprendre pourquoi la guerre a éclaté, parce que au-delà du fait qu'il y ait une guerre de volonté de récupérer le royaume de l'autre, il y a aussi d'autres choses derrière cette guerre qu'on va comprendre et que Danae va comprendre aussi. Et c'est ce qui nous amène à la fin du tome 2, je vous en dis pas plus, mais en gros... Je ne l'ai pas du tout vu arriver. D'habitude, je vous le dis, souvent, je vois arriver des trucs et je me dis... Je le sens. Là, alors, je le pressentais. Il y avait une histoire dans le genre, mais que ce soit comme ça, quand même pas. Je me disais bien que il y avait un blême, parce que tout le monde, il y avait un peu des secrets partout, etc. Mais de cette manière-là, je ne m'en serais jamais doutée, pour le coup. Il est vrai que, vraiment, je suis restée comme ça, genre très très con, en mode... Qu'est-ce qui vient de se passer? Au-delà de ça, j'aime beaucoup l'univers quand même, cette mythologie est très très intéressante et très très recherchée, vraiment. Je sais pas si j'ai... ouais, voilà. Vraiment, c'est super recherché, vous avez différentes castes en fait à l'intérieur de... c'est les sous-sols unis. Voilà, c'est ça, sous-sol. Bref, non mais du coup j'aime beaucoup cet univers où en fait il y a des espèces de castes, on va dire, du plus divin au moins, donc les éphémères, les humains. Et c'est hyper intéressant comment ça s'organise à l'intérieur même de la caste des Phaedra et de comment est-ce qu'ils sont nés. En fait, il y a vraiment toute une mythologie dans cet univers. Quand je dis mythologie, c'est vraiment au sens large, non pas que une magie, une divinité, etc. Il y a vraiment une genèse, comme dans la mythologie grecque, comme dans la Bible, comme dans comment est-ce qu'ils sont apparus. Par exemple, on peut penser à Gaïa, Ouranos, ensuite les titans, ensuite Zeus et toute sa famille. Enfin voilà, il y a exactement la même chose là-dedans. C'est-à-dire que vous avez deux entités un peu... originaires qui ont donné naissance à plein d'enfants et qui étaient pas forcément des très bons parents et ça a donné ça ce qu'il en est aujourd'hui. Et voilà, c'est hyper inspiré de la mythologie grecque. Dans d'autres circonstances, j'aurais dit que ce serait trop gros, mais là pour le coup, c'est inspiré. Quand je dis inspiré de la mythologie grecque, en fait c'est pas vrai, c'est juste inspiré du polythéisme et des panthéons polythéistes dans leur globalité. Parce que vous retrouvez très très souvent, alors au-delà du fait que les Romains aient tout pompé aux Grecs, mais même dans la mythologie égyptienne par exemple, dans la mythologie nordique, vous retrouvez cette idée de créatures, entités un peu suprêmes qui ont donné lieu à l'ordre actuel aujourd'hui et où il s'est passé des tueries, des machins. Pensez par exemple à Loki, le fait qu'il détestait son frère Thor, c'était vrai, qu'il essayait de le buter, ou même qu'il l'ait buté je crois. Enfin voilà. Il y a plein d'histoires dans les mythologies fratricides, d'histoires de familles qui, en fait, les sociétés antiques, par exemple, voyaient le cercle de la société dans la famille. Donc en fait, le fait que leur monde se soit créé autour d'une famille dysfonctionnelle, hein, clairement, c'est un terme très, très contemporain, mais vous m'avez compris, le fait que les mythologies s'organisent autour d'un cercle familial dysfonctionnel, c'est parce que, en fait, pour eux, la société, c'était la famille, et après, il y avait
les autres rayonnements de la société, mais la base de la base, c'était la famille. J'ai beaucoup adoré le point de vue de Knight, parce que du coup, ici, on est sur un point de vue alterné. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse découvrir un petit peu plus Knight et comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans sa tête. Le fait aussi qu'on comprenne qu'il aime beaucoup Danae, en fait, plus qu'il ne veut se l'admettre. J'ai adoré leur couple, en fait. Leur couple dans ce tome-là va vraiment beaucoup se développer. Alors, la fin nous laisse un peu en mode « Oh, putain !» Mais c'est vrai que il va y avoir beaucoup de rapprochements entre eux. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Danae s'affirme de plus en plus et prenne en confiance, en fait. Bon, après, vu la fin du tome 2, bon... Voilà, mais j'ai beaucoup aimé Danae dans ce tome-là. C'est pas une protagoniste qui me déplaît pour une fois. C'est rare en ce moment. Enfin, en ce moment, ça va. Franchement, les protagonistes... Soit je me suis adoucie. Je pense que c'est plutôt que je me suis adoucie, mais bref. Soit je me suis adoucie, soit je lis que des livres où les protagonistes sont mieux développés que certains. Ça peut arriver aussi, hein. Après, chaque protagoniste est différent selon l'auteur qui a voulu le créer. Mais j'aime beaucoup le fait qu'elle s'affirme, j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle crée des affinités avec des autres, les personnages secondaires qu'on a vu très peu dans le tome 1. On a Amber qui est une vampire, on a, comment il s'appelle, Elidine qui est à mourir de rire, il a une répartie. Je me suis noté des pages, faudrait que j'aille marque-pager d'ailleurs. Une répartie, mais je me suis tapé des barres devant ce livre. Elidine, en fait, c'est un peu le bras droit de Knight. Knight, il faut savoir que c'est quand même un immortel, enfin voilà, c'est un grand seigneur, un roi, quoi. Donc vraiment, on n'est pas censé lui manquer de respect comme ça. Et il y a que Elidine qui est capable de lui envoyer des pics dans la gueule, mais tu te dis, mais comment il a encore en vie, quoi. Comment Knight ne l'a pas buté, parce que c'est hilarant, bref. Et enfin, on a Queen qui, on va pas se mytho, est un peu amoureux de Danae, mais Danae se rapproche tellement de Knight. Knight, il a pas trop envie que Queen vienne foutre son nez là-dedans, donc c'est assez drôle et il y a eu des scènes un peu violentes. C'est un livre violent, hein. Vraiment, il y a des mentions d'abus sexuels, il y a des mentions de violence, vraiment violentes. Mention de violente, de violence vraiment violente, celle-là faut la noter. Donc voilà pour les personnages et enfin l'intrigue. Je fais mes trucs Instagram très... Comme je vous l'ai dit, on en apprend énormément sur l'univers en général et c'était vraiment super important. En fait, je pense que ce tome-là fait vraiment le rôle de transition dans la trilogie, mais il ne souffre pas du symptôme du tome 2 parce qu'on nous explique beaucoup de choses, mais il y a de l'action. Il y a de l'action et surtout la romance avance entre les deux et c'est ce qui nous intéresse le plus, on va pas se mentir. Le syndrome du tome 2 pour moi c'est dans une trilogie en fait, le tome du milieu va être fade en fait. Il va juste servir de tremplin du tome 1 vers le tome 3. Là c'est le cas parce que c'est le rôle d'un tome 2 mais ça ne fait pas le syndrome du tome 2, ce que j'appelle le syndrome du tome 2, quand il y a de l'action. Là, vraiment, il y a de l'action, il y a des attaques, il y a des ripostes, il y a des machins, il y a des jeux politiques. On est vraiment plongé, de toute façon, c'est un livre qui nous plonge encore une fois dans des enjeux politiques. On est au sein d'une guerre qui n'a pas encore éclaté. On est au sein aussi de magouilles politiques pour savoir qui... En fait, c'est qui va déclencher la guerre en premier. C'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Donc c'est super intéressant de ce point de vue-là aussi. Malheureusement, je ne sais plus comment j'ai fait. Je me suis fait spoiler le tome 3 avant de finir le livre et du coup je l'ai fait traîner très longtemps en me disant putain j'ai pas envie que ça se finisse comme ça, j'ai pas envie que ça se finisse comme ça. Je sais plus pourquoi, je crois que je suis allée voir le résumé du tome 3 mais vraiment mongolienne quoi. Et je me suis dit oh non ça va se finir comme ça et tout et en fait il faut finir la saga pour avoir le fin mot, on est bien d'accord. Mais du coup ça m'a légèrement coupé dans ma lecture et dans ma chic et j'ai mis super longtemps à le finir au final. Alors que j'aurais dû le finir et j'aurais acheté le tome 3 plus vite et lu le tome 3 plus vite, j'en suis persuadée, mais bref. J'ai hâte de lire le tome 3, on va pas se mytho, j'ai super hâte de lire le tome 3, surtout que Danae m'a vraiment gonflé à la fin du livre en fait. Je sais pas ce qui lui prend, elle ne devient plus du tout la même personne, alors je pense que je sais au fond, mais j'ai envie de la secouer, lui dire réveille-toi, ça ne va plus là. Et je pense qu'elle va se réveiller clairement dans le tome 3. Mais du coup il va falloir assister à son réveil. Enfin vous voyez ça va se faire comme ça quoi. Faut attendre que le réveil arrive, bref on s'en fout. Mais du coup voilà, j'ai un peu envie de la prendre, la secouer, lui dire qu'est-ce que tu fais ma fille. Parce que ça ne va plus ce qu'elle fait, mais ça ne va plus. Enfin bref, je passe les détails. Moi je vous dis à très bientôt, bons examens à ceux qui sont au galop d'essai. Voilà. On se comprend, les étudiants en droit, les galops d'essai, j'en ai marre. J'en ai déjà fait 2, il m'en reste plus qu'un, mais c'est long de ouf, bref. Très bon cours, très bon travail, très bonnes vacances, ceux qui sont très bons examens, très bonne prépa d'examen, bref, tout ce que vous voulez. Très bonne lecture surtout, et je vous fais plein de bisous. Ciao!